Ok, donc on a vu qu'est-ce qu'il fallait pour qu'une théorie soit considérée comme une théorie scientifique. Il fallait qu'il y ait de nombreuses argumentations logiques, qu'il y ait plein de preuves et on devait pouvoir faire des prédictions. Si vous n'avez pas vu, allez voir les vidéos. On a vu aussi dans d'autres vidéos quels étaient les différents mécanismes de l'évolution et quelles étaient les différentes preuves de l'évolution et quelles prédictions on pouvait faire. Allez voir les vidéos. Là, maintenant, je voulais me concentrer un petit peu, c'est sur, on va dire, l'historique, comment on en est arrivé à la théorie de l'évolution. Quelles ont été les différentes étapes pour qu'on arrive à comprendre que les espèces évoluaient différemment ou avec le temps pour arriver à la grande variété d'espèces que l'on a aujourd'hui sur Terre. Okay. Bon, première étape, c'est ce qu'il y avait avant, ce que la plupart des gens pensaient et croyaient, c'est le fixisme, c'est-à-dire que toutes les espèces ont toujours été telles quelles. Alors, voilà, ça c'est vraiment une croyance tout à fait normale, logique qu'on a eue pendant des milliers d'années. Évidemment, dans cette croyance, on mettait quand même l'homme comme l'être supérieur. Hein, donc ça, c'est vraiment très important aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Voilà, toute la création avait été faite, mais l'homme trônait au-dessus de toutes les autres espèces. Bien, mais qu'est-ce qui fait que il y a eu une première brèche dans ce mode de pensée? Eh bien, c'est la découverte de fossiles. Donc les fossiles, ils indiquaient que tout n'avait pas toujours été tel quel. Et le fixisme ne pouvait pas être parfait. Il devait y avoir eu des animaux qui couvraient la Terre qui n'existent pas aujourd'hui. Des dinosaures, par exemple. Okay, et eh bien, il a fallu trouver une explication à ces dinosaures. Et une explication qui tenait la route, qui soit scientifique. Donc le premier qui donne une explication à ça, c'est Georges Cuvier. Donc, pour Georges Cuvier, donc grand scientifique de l'époque, il est à la tête des naturalistes de l'époque, il travaille au Muséum d'histoire naturelle, il est très haut placé au Muséum d'histoire naturelle, il est très respecté, et c'est un grand anatomiste, il développe l'anatomie comparée, c'est-à-dire que lui, en regardant quelques morceaux de squelette, il arrive à reconstruire un squelette en entier et en comparant les différents squelettes, il arrive à regrouper les animaux dans des groupes assez cohérents. Okay, donc lui, il est fixiste à la base, donc il croit que toutes les créatures du monde ont été créées telles quelles, et donc pour expliquer la présence de fossiles, eh bien lui, il a recours à de grandes catastrophes, d'où le nom qu'on donne à sa théorie, qui est le catastrophisme. Alors pour lui, les grandes catastrophes, il y en aurait peut-être même eu plusieurs, mais elles sont vraiment d'origine même divine, parce que notre Cuvier, il croit en Dieu, comme tous les scientifiques dont on va parler, hein, ils croient tous en Dieu. Et donc, oui, pour lui, voilà, l'arche de Noé est un exemple parfait d'une grande catastrophe, le déluge universel, le grand déluge, et c'est ça qui aurait tué tous les animaux que l'on trouve dans les fossiles et qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Eh bien, voilà, cette théorie, elle est tout à fait scientifique, hein, donc elle est logique, elle amène des preuves, les fossiles, elle peut faire des prédictions, on va trouver des fossiles dans le sol, etc. Mais voilà, elle n'est pas parfaite, et donc certaines personnes vont y trouver de quoi y redire. Donc ici, on a Lamarck, qui est un poil plus vieux que notre Cuvier. Donc ils vivaient ensemble, ils travaillaient aussi au Muséum d'histoire naturelle. C'est aussi quelqu'un d'influent à cette époque-là, mais moins que Cuvier. Et notre Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, ou appelé dans son vrai nom, hein, c'est Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, chevalier de Lamarck. Ils aimaient les noms à rallonge à l'époque. Eh bien, notre Jean-Baptiste de Lamarck, il voit quand même qu'il y a quelques soucis avec le catastrophisme. Le premier souci, c'est qu'on va trouver des animaux qui ressemblent énormément aux animaux d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui ont des petites modifications, qui sont un peu spéciaux. Mais donc, il se dit que, tiens, ceci n'existe plus, mais on en a des versions encore aujourd'hui, mais un petit peu modifiées. Et puis, il remarque aussi que les animaux qu'on trouve dans les couches les plus superficielles, en général donc les plus modernes, eh bien, ce sont des animaux, des fossiles qui ressemblent très fort aux animaux d'aujourd'hui, aux plantes aussi, hein, d'aujourd'hui. Et par contre, plus on va creuser, ou en tout cas plus on va avoir accès à des couches
anciennes, et plus les fossiles auront des différences marquées. Ils seront de plus en plus différents des espèces actuelles. Okay, donc il y a vraiment une forme de transformation des espèces jusque dans l'espèce moderne. Ça, en tout cas, c'est ce qu'il remarque. Et donc plus on retourne dans le passé, donc 5 millions d'années, 20 millions, 28 millions, 50 millions d'années, et plus on va avoir apparaître des caractères qui n'étaient pas présents dans l'animal moderne ou la plante moderne. Donc par exemple, ici on va avoir le sabot qui est tout à fait moderne, et bien ici le sabot il n'est pas tout à fait formé. Et plus on retourne dans le temps, plus ici on va trouver encore des doigts, et puis ici il n'y aura même pas encore vraiment de sabot, ici il y aura encore vraiment complètement des doigts. La taille aussi, hein, très élancée, gracile pour pouvoir courir très vite. Évidemment, ceux-ci ne pouvaient pas courir aussi vite. Le crâne est aussi typique, hein, pour mieux brouter l'herbe, alors que ceux-ci ont des crânes et une dentition qui ne sont pas aussi bien adaptés. Okay. Et donc, Lamarck veut expliquer cette transformation des espèces, d'une espèce ancestrale à une espèce beaucoup plus moderne. Ici, c'est une espèce, mais l'espèce moderne a encore un coup un peu plus long, hein, c'est vraiment très impressionnant. Ici, c'est même une girafe albino, un peu spéciale. Eh bien, lui, il explique cette transformation par le fait que des animaux vont pouvoir, en utilisant très fort un organe, vont pouvoir le modifier. Donc par exemple, ici pour le coup, si après une période de sécheresse, donc il n'y a plus d'herbe à brouter au sol, la seule ressource sont les feuilles qui se trouvent au sommet, eh bien, les animaux vont essayer d'allonger leur cou, vont étirer leur cou pour avoir accès aux feuilles au-dessus. Et une fois que leur cou est étiré, quand ils vont se reproduire, quand ils vont avoir une descendance, cette descendance va hériter du caractère acquis lors de la vie de leurs parents. Okay, donc il y a une héritabilité des caractères acquis. Et puis durant sa vie à lui, cette descendance va de nouveau étirer son cou pour avoir de nouveau accès à une meilleure ressource. Et ce nouveau caractère acquis va se retrouver dans la génération qui suit, dans la prochaine descendance. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle le transformisme ou le lamarckisme. Hein, c'est l'idée qu'il y a une héritabilité des caractères acquis. Okay, on hérite des caractères des parents qui ont été acquis lors de leur vie. Bon, il y a un premier souci avec cette théorie, c'est que Cuvier déteste cette théorie. Alors, Lamarck, il est croyant, hein, il croit en Dieu, tout à fait, et Cuvier croit en Dieu tout à fait aussi, sauf que Cuvier, lui, il est fixiste. Pour être précis, on a dit qu'il était catastrophiste. Il croyait que les espèces ont toujours été telles quelles, sauf qu'il y a eu de grandes catastrophes qui ont éliminé une partie des espèces. Okay, voilà, donc le problème ici, c'est que Cuvier étant hiérarchiquement mieux positionné que notre ami Lamarck, eh bien, il va lui mettre plein de bâtons dans les roues à lui et à toutes les personnes qui vont croire ou qui vont être convaincues par les arguments de Lamarck et du transformisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième gros souci, et celui-ci, il n'est plus dû à l'environnement, mais il est vraiment dû à la théorie en soi. La théorie en soi, elle implique quelque chose qui est un peu spécial. Alors, je ne me suis pas trompé, je vous ai bien mis Nadal à poil sur cette photo. Qu'est-ce qu'il a? Il a un bras gauche très développé par rapport à son bras droit. Pourquoi? Ben, il est gaucher. Et pour un tennisman, il joue toujours avec son bras gauche, donc c'est normal que son bras gauche soit plus développé. Okay, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, à ces enfants? Est-ce qu'ils vont naître avec un bras gauche plus développé que leur bras droit, comme son père? Vu que c'est un caractère acquis par papa, est-ce que ce caractère va pouvoir être hérité par la génération suivante, par les enfants? Question à 1000 €. Hein. Eh bien ici, même question. Ça, c'est les Karen, c'est un peuple qui habite dans le triangle d'or qui se trouve en Thaïlande, en Birmanie, au Laos, au Vietnam, etc. Ce sont des peuples qui croient qu'avoir un long cou est très joli. Okay, et donc, ils vont rajouter des colliers petit à petit pour étirer un petit peu leur cou.
Et donc la question, ça va être, est-ce que les enfants vont naître avec un cou étiré ou pas? Ou est-ce qu'il faudra étirer, comme ils sont en train de le faire ici, leur cou pour qu'eux aussi aient un long cou? Eh bien ça, c'est vraiment le problème de base de cette théorie. Et c'est ce que fait remarquer Darwin. Donc Darwin est tout à fait convaincu par Lamarck, par en tout cas l'idée transformiste de Lamarck, que les espèces ne sont pas fixes et que le catastrophisme ne peut pas tout expliquer. Il faut bien dire que les espèces se sont transformées avec le temps. Par contre, il n'est pas tout à fait d'accord sur les modalités de cette transformation, de ce changement. Alors, première chose, il nous fait un constat un peu spécial, Darwin. Là, j'ai utilisé la girafe, mais j'aurais pu utiliser un autre animal, et j'ai utilisé des chiffres assez basiques. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Darwin, qu'est-ce qu'il constate? C'est que si une girafe fait un girafon tous les 4 ans, et qu'elle fait son premier girafon à 4 ans, et qu'elle vit 24 ans, ben on peut s'attendre à ce qu'elle fasse 6 girafons. De ces 6 girafons, la moitié seront des filles, 3 donc, et ces 3 filles vont elles-mêmes avoir 6 girafons, dont 3 seront des femelles. Et donc ces 3 femelles auront elles-mêmes 3 femelles, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve d'une femelle originale, on va se retrouver avec 3, puis 9, puis 18, puis 54, puis 162, puis 460. Comme vous voyez, on augmente très vite. C'est une augmentation exponentielle, okay? Pas linéaire, c'est une augmentation exponentielle. Et donc, si je continuais mon calcul, en quelques générations, c'est-à-dire en quelques centaines d'années, on devrait se retrouver avec des millions de girafes. Et donc, ces girafes devraient être partout sur Terre, ou en tout cas partout en Afrique, partout où le climat le permet, et pourtant ce n'est pas le cas. Okay? Et donc c'est là où Darwin se dit, tiens, il doit y avoir aussi une forme de sélection des individus. Mais la grande différence, c'est que cette sélection, elle ne se fait pas nécessairement sur des organismes qui ont hérité de caractères acquis des parents, mais bien d'animaux qui ont hérité de caractères innés des parents. Alors, on a déjà vu les mécanismes, mais on va le refaire très brièvement. L'idée de base, c'est qu'il y a un animal. Cet animal a des enfants. Ces enfants, dans cette génération, il va y avoir une variabilité de la descendance. Okay? Les enfants ne sont pas tous identiques. Certains ont des jambes plus longues, d'autres ont un cou plus long, d'autres ont une mâchoire plus importante, etc. De ces enfants, quand ils vont grandir, certains auront des avantages par rapport au caractère avec lesquels ils sont nés. Et ce sera ceux qui ont ces caractères avantageux qui auront plus de chances de se reproduire, alors que ceux qui n'ont pas ces caractères avantageux auront moins de chances de se reproduire. Et la génération suivante va donc hériter des caractères avec lesquels ses parents étaient nés. Donc ils sont nés, ils ont grandi, et les enfants vont hériter de ces caractères. Dans ce cas-ci, un cou un peu plus long et des pattes un peu plus longues. Et par variabilité de la descendance, on va se retrouver avec des descendants qui auront certains un cou un peu plus long, d'autres auront un cou encore un peu plus court, etc. Et quand ils seront adultes, de nouveau, il y aura cette même sélection qui fera que les individus avec des caractères les plus avantageux vont survivre. Okay? Et au fur et à mesure des générations, on va se retrouver avec un animal qui n'avait plus rien. Donc en effet, il y a bien une transformation des espèces, comme le disait Lamarck, mais par contre, cette fois-ci, le darwinisme indique que c'est par héritabilité des caractères innés, cette fois, pas des caractères acquis. Okay? Donc, je répète, pour la théorie de l'évolution, on dit bien qu'il faut une héritabilité des caractères innés, il faut qu'il y ait une variabilité de la descendance, et il faut qu'il y ait une sélection naturelle qui s'opère. Okay? Et il y a encore un dernier facteur qui est au fil des générations. Au fil des générations, ça veut dire qu'on a besoin énormément de temps. Okay? Il faut énormément de temps. Mais, je le répète, lorsqu'on observe les différentes couches, ici, on peut déduire que la Terre a à peu près 4,5 milliards d'années, quasiment 5 milliards d'années. Okay, 5 milliards d'années, c'est 5 milliers de milliers d'années. Okay, ça fait vraiment très longtemps. Et on sait aujourd'hui que la vie, elle existe sur Terre depuis 3,5 milliards d'années, quelque chose comme ça. Okay, et ça, on le sait grâce à toutes ces couches, et on le sait depuis avant la théorie de l'évolution, bien sûr. La stratigraphie, le fait d'étudier les strates, les couches du sol, eh bien, c'est une
une discipline qui prédate la théorie de l'évolution. Voilà.